Voici la traduction de ce nouveau scénario. Comme toujours, j'ai corrigé les erreurs de transcription générées automatiquement par l'audio anglais d'origine. Par exemple, Siberia ration en Sibaria, Laura segmentata en Lorica segmentata, Sigma en Signa, 80s en Edes, Wones Missio en Honesta Missio, Premier Militia en Premia Militiae et 3 Valo et Denerari en 3000 deniers, afin que votre texte soit historiquement irréprochable pour votre audience. Imaginez faire le métier le plus dangereux du monde antique. Vous marchez 30 km par jour. Vous construisez un camp fortifié chaque soir. Vous menez des batailles qui peuvent vous tuer à tout instant. Vous faites cela pendant 25 ans. Imaginez maintenant qu'à la fin de votre service, vous pourriez être l'un des hommes les plus riches de votre province d'origine. Le système de rémunération militaire romain était l'un des dispositifs financiers les plus sophistiqués de l'Antiquité. Ce n'était pas un simple salaire, c'était un programme économique complet. Solde de base, primes, épargne forcée, déductions, avantages sociaux et un plan de retraite qui transformait le fils d'un pauvre paysan en un citoyen propriétaire foncier doté d'une pension. Et il a été conçu dans un but précis: rendre le soldat romain financièrement dépendant de la poursuite de son service, personnellement investi dans le succès militaire et économiquement motivé à rester discipliné, à se battre avec acharnement et à ne pas déserter. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ce système. Ce que les soldats romains touchaient réellement. Ce qui était déduit avant même qu'ils ne voient la moindre pièce. Comment fonctionnaient les primes, ce qu'il advenait de leurs économies, et ce que 25 ans de service leur rapportait vraiment à la fin. La solde de base du soldat romain s'appelait le stipendium, et son histoire en dit long sur la façon dont Rome concevait la relation entre l'argent et l'efficacité militaire. Au début de la République, les soldats romains n'étaient pas payés du tout. C'étaient des citoyens accomplissant leurs devoirs civiques, censés fournir leur propre équipement et servir à leurs propres frais. Ce système fonctionnait lorsque les campagnes étaient courtes. Un été de combat près de Rome, puis retour à la maison pour les récoltes. Mais à mesure que Rome s'étendait et que les campagnes devenaient plus longues et plus lointaines, il devenait impossible de demander aux hommes de quitter leur ferme pendant des années sans compensation. La solde fut introduite à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, initialement comme une indemnité de subsistance plutôt que comme un véritable salaire. Au fil des siècles suivants, elle a évolué. Et à la fin de la République et au début de la période impériale, elle était devenue un système de rémunération structuré, essentiel au fonctionnement de l'armée romaine. La transition d'une milice de citoyens à une armée professionnelle rémunérée fut l'une des transformations les plus importantes de l'histoire romaine, et le stipendium en était la fondation financière. Jules César a doublé la solde des légionnaires, un geste spectaculaire qui lui a acheté une loyauté extraordinaire de la part de ses soldats et a démontré, mieux que presque tout autre acte, à quel point l'efficacité militaire pouvait être directement achetée avec de l'argent. Sous le règne d'Auguste, le stipendium standard d'un légionnaire était de 225 deniers par an, payés en 3 versements de 75 deniers chacun. Cela semble simple, jusqu'à ce que vous compreniez ce qui arrivait à ces 225 deniers
avant même que le soldat n'y touche. Le système de rémunération militaire romain présentait une caractéristique que les soldats modernes trouveraient profondément familière: des déductions obligatoires qui réduisaient l'argent réellement perçu à une fraction du salaire déclaré. Sur chaque versement, l'armée déduisait le coût de la nourriture du soldat, la sibaria, la ration qui le nourrissait chaque jour. Ce n'était pas facultatif. L'armée fournissait la nourriture et la facturait. Un soldat qui recevait 75 deniers en théorie en recevait nettement moins en pratique, le coût de la nourriture étant prélevé à la source avant qu'il ne voie la moindre pièce. L'équipement était également facturé. Les articles de remplacement, de nouvelles sandales quand les anciennes étaient usées, une nouvelle ceinture, du matériel de réparation pour l'armure, étaient déduits de la solde. Cela donnait aux soldats une puissante incitation financière à entretenir soigneusement leur équipement. Un soldat qui prenait soin de sa lorica segmentata ne faisait pas que suivre les ordres, il protégeait son propre argent. La caisse d'obsèques, le collegium, exigeait une cotisation de chaque soldat. Ce fonds payait pour des funérailles décentes si le soldat mourait en service, garantissant que même le légionnaire le plus pauvre ne serait pas laissé sans sépulture dans un champ étranger. Dans la culture romaine, des funérailles convenables n'étaient pas un luxe, c'était une obligation fondamentale. La cotisation au collegium n'était donc pas perçue avec ressentiment, elle était valorisée. Après la nourriture, l'équipement et la caisse d'obsèques, ce qui restait constituait le véritable revenu disponible du soldat. Les estimations varient, mais l'argent de poche réel après déduction se situait probablement autour de 60 à 80 deniers par an pour un légionnaire standard. Assez pour acheter de petits luxes au marché du camp, envoyer de l'argent chez soi ou épargner, mais pas assez pour s'enrichir avec la seule solde de base. Cet écart entre la solde déclarée et l'argent réel n'était pas accidentel, il était voulu. Un soldat avec très peu de revenus disponibles avait des options limitées pour la désertion ou l'autosuffisance. Sa survie financière dépendait de la poursuite de son service. Le système de déduction était un mécanisme de rétention tout autant qu'une procédure comptable. Si la solde de base était modeste, c'est grâce aux primes que les soldats romains pouvaient véritablement accumuler de la richesse. Et le système de primes était soigneusement structuré pour récompenser exactement les comportements dont Rome avait le plus besoin. Les donativa étaient des dons en espèces distribués par l'empereur à des occasions spécifiques: accession au trône, victoire militaire, naissance d'un héritier, anniversaire important. Ces paiements pouvaient être substantiels. Le testament d'Auguste laissait 75 deniers à chaque légionnaire ordinaire, soit environ 4 mois de solde de base, distribués comme un don posthume aux soldats qui l'avaient servi. Les empereurs ultérieurs ont distribué des donativa de plusieurs centaines de deniers par homme pour s'assurer la loyauté de l'armée lors de périodes de transition politique. Au IIIe siècle de notre ère, les donativa étaient devenus tellement attendus que les nouveaux empereurs rivalisaient pour offrir les paiements les plus importants. Et les soldats prenaient en compte ces primes anticipées pour décider quels prétendants au trône méritaient leur soutien. Les soldats comprenaient parfaitement ce que signifiaient ces paiements. Les donativa n'étaient pas de la charité, c'était une transaction. L'empereur achetait la loyauté de l'armée à un moment critique, et l'armée acceptait le paiement comme une reconnaissance de son importance politique. Le soldat qui recevait un donativum s'entendait dire dans le langage le plus clair possible que son soutien comptait et qu'il avait un prix. Des primes de campagne étaient distribuées après des opérations militaires réussies.
Les soldats qui participaient à un triomphe, la procession cérémonielle célébrant une victoire majeure, recevaient des paiements en espèces. Les officiers recevaient plus que les simples soldats, et la différence était suffisamment grande pour faire du grade de centurion un objectif de carrière économiquement attractif, tout à fait indépendamment de son statut social. Le pillage sur le champ de bataille était la source de revenus supplémentaires la plus variable, mais potentiellement la plus importante. Rome avait des règles formelles régissant la distribution des biens capturés, mais dans la pratique, le butin d'une campagne réussie pouvait considérablement compléter le pécule d'un soldat. Le sac d'une ville riche ou la capture d'un trésor ennemi pouvait rendre de simples légionnaires véritablement riches en une seule campagne. L'une des caractéristiques les plus remarquables du système de rémunération militaire romain était le compte d'épargne obligatoire. En plus des déductions standards pour la nourriture et l'équipement, une partie de chaque versement était conservée par le porte-étendard de l'unité, le signifère, sur un compte d'épargne obligatoire. Le soldat ne pouvait pas accéder à cet argent pendant son service actif. Il était détenu en son nom, enregistré dans les registres financiers de l'unité, et lui était restitué au moment de sa libération. Le rôle de banquier d'unité du signifère n'était pas fortuit. Les étendards militaires, les signa, étaient conservés dans le sanctuaire de l'unité, l'Aedes, qui servait également de chambre forte, où les registres financiers de l'unité et les dépôts d'espèces étaient stockés. Le sacré et le financier étaient délibérément combinés. Attaquer les étendards était à la fois un crime militaire et religieux. Voler dans les dépôts d'épargne était protégé par la même révérence. Pourquoi forcer les soldats à épargner ? Parce qu'un soldat qui arrivait à la fin de son service avec des économies accumulées avait plus de chances de s'installer avec succès dans la vie civile. Un vétéran qui rentrait chez lui sans le sou était un problème social, potentiellement une source d'instabilité disponible pour être engagé comme soldat privé par des politiciens ambitieux et pleins de ressentiment envers l'État qu'il avait utilisé. Un vétéran avec des économies pouvait acheter des terres, lancer une entreprise et devenir un citoyen productif et propriétaire. C'est exactement ce dont Rome avait besoin que ses vétérans soient. Les grandes colonies de vétérans que Rome a implantées à travers l'Italie, la Gaule, l'Espagne et l'Afrique du Nord étaient peuplées d'hommes dont l'épargne forcée leur avait donné le capital nécessaire pour se construire de nouvelles vies dans de nouveaux endroits. Le système d'épargne n'était donc pas qu'une simple gestion financière. C'était de l'ingénierie sociale, garantissant que la démobilisation de milliers de soldats entraînés chaque année produise des citoyens plutôt que des problèmes. Après 25 ans de service, la durée standard pour un légionnaire à l'époque impériale, le soldat romain recevait son honesta missio, sa libération honorable. Et avec elle venait un plan de retraite qui était l'aboutissement financier d'une carrière militaire. Les économies accumulées détenues par le signifère étaient restituées. Tout reliquat de solde était réglé. Et puis venait l'élément le plus important, les premia militia, la prime militaire de fin de service versée par l'État lors de la démobilisation. Sous Auguste, la prime de libération standard s'élevait à 3000 deniers, soit environ 13 années de solde de base versée en une seule fois. C'était une somme d'argent considérable. Dans les provinces où la plupart des soldats prenaient leur retraite, c'était suffisant pour acheter une petite ferme, créer une entreprise ou vivre confortablement pendant des années. Alternativement, et c'était souvent plus précieux que l'argent liquide, les vétérans pouvaient recevoir une concession de terre. Des parcelles de terre dans les territoires récemment conquis ou dans les colonies de vétérans étaient distribuées aux soldats démobilisés, leur donnant une propriété et une place dans l'ordre social de l'Empire qu'ils avaient passé leur carrière à construire.
La combinaison de la prime en espèces, des économies accumulées et de la concession de terres transformait le légionnaire démobilisé d'un simple soldat en un citoyen propriétaire, jouissant d'une véritable sécurité économique. Dans un monde où la plupart des gens ne possédaient rien et vivaient au niveau de subsistance, cela représentait une amélioration spectaculaire des conditions de vie, accessible à tout homme prêt à survivre à 25 ans de service militaire romain. Le système de rémunération militaire romain n'était pas généreux selon les critères modernes. La solde de base était modeste, les déductions étaient agressives, l'épargne forcée ressemblait à une confiscation, et 25 ans, c'était très long à attendre pour toucher sa retraite. Pourtant, des hommes s'engageaient, servaient jusqu'à leur terme et rentraient chez eux, transformés. Les fils d'agriculteurs de subsistance devenaient des propriétaires terriens. Des hommes qui n'avaient rien possédé possédaient des fermes. Des gens qui n'avaient jamais manipulé de sommes d'argent importantes géraient de petites fortunes. L'armée romaine fut, entre autres choses, le mécanisme de mobilité sociale le plus efficace du monde antique. Et le système de rémunération en était le moteur. Et ça a marché. Ce système a maintenu les hommes en service pendant toute la durée de leur engagement. Il leur a donné des raisons financières de bien se battre, d'entretenir leur équipement et de rester en vie. Il garantissait que les campagnes militaires réussies se traduisaient par une richesse personnelle, grâce aux primes et aux pillages. Et il a transformé les vétérans démobilisés en ce genre de citoyens dont Rome avait exactement besoin. Propriétaires, stables et investis dans le succès continu de l'Empire. L'armée romaine avait compris quelque chose que les économistes modernes reconnaîtraient immédiatement. La structure de la rémunération façonne le comportement avec plus de force que son montant total. Ce n'est pas ce que les soldats romains gagnaient qui a rendu le système efficace. C'est la façon dont ils étaient payés, le moment où ils étaient payés, et ce qu'ils avaient à gagner en étant performants et loyaux. Un soldat qui savait que 25 ans de service discipliné se termineraient par une ferme, une pension et des droits de citoyenneté avait une raison très spécifique et personnelle de survivre, d'obéir et de bien se battre. Rome avait fait de l'économie du service militaire l'une de ses armes les plus puissantes. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans le système de rémunération militaire romain ? Laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous voulez continuer à explorer comment l'armée romaine fonctionnait réellement de l'intérieur, abonnez-vous. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons au cœur de l'hôpital militaire romain.